très très heureux qu'il ait accepté notre invitation, malheureusement à distance, il avait des empêchements, champion européen, grand expert auprès de la Commission, vice-président du Conseil national numérique, il a été entrepreneur, auteur de 5 ouvrages, il fait partie des personnalités qui me font avancer. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais à chaque fois, je me dis, c'est la bonne question et ça me fait avancer. C'est presque un ami professionnel. Est-ce qu'il m'entend? Ouais, il m'entend. On peut applaudir et accueillir Gilles Babinet. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Et Gilles, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends impeccable. Magnifique. Tu es sur un écran de 6 mètres sur 14. Toute la salle te voit. Merci encore de ta présence. À travers, et si on l'a invité, vous l'avez vu dans le baromètre, il y a 2 nouvelles questions, 2 thématiques, l'IA et les RSE. C'est incroyable. Il y a un bouquin qui s'appelle IA et Green Tech de Gilles Babinet. Il était naturel d'inviter et de te donner la parole et carte blanche. Merci beaucoup, Gilles. Merci Vincent et mille excuses à toutes et à tous de ne pas pouvoir être présent avec vous. Petite contrainte d'agenda. Je viens d'écouter donc ce qui s'est dit. Je trouve que les débats prennent en maturité de façon assez impressionnante sur la compréhension de ces enjeux un peu holistiques de l'impact de l'intelligence artificielle et d'une façon générale, la façon dont on peut être transformateur sur ce monde. Je voudrais vous faire part un peu des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Ça fait 3 ou 4 ans que je m'intéresse à finalement ces sujets de transformation de ce pays et en particulier de spécialisation. Donc, on voit bien qu'on a un retard important par rapport aux Américains et dans une certaine mesure à la Chine également sur les sujets de l'intelligence artificielle. Et on voit aussi finalement que, au-delà de ces 2 acteurs, il y a un certain nombre de pays qui prennent des stratégies de spécialisation. Alors, est-ce qu'ils les ont prises de façon implicite ou explicite avec des politiques publiques qui ont supporté ça? C'est pas toujours évident à dire. Dans certains cas, c'est évident, comme le cas d'Israël, qui est devenu un acteur de la cyber avec le concours finalement de l'armée, pour le dire de façon prosaïque, et de ces universités de type Université hébraïque de Jérusalem et Ternion, qui sont très soutenues par l'armée. D'autres pays sont peut-être dans un entre-deux. Je pense à l'Allemagne avec le Mittelstand qui a quand même pas mal de licornes qui sont des acteurs industriels, qui a une spécialisation de plus en plus affirmée sur l'industrie 4.0, ou le Royaume-Uni où on considère que finalement la notion de spécialisation dans les services financiers est venue probablement de façon assez endogène. Et des pays comme les pays scandinaves qui sont très forts dans l'entertainment ou la musique, où là il y a carrément pas eu du tout de soutien de politique publique à cet égard. Le fait est, si on observe ces pays et d'autres encore, c'est que la spécialisation, elle est à rechercher parce que elle crée finalement beaucoup plus d'efficacité que lorsqu'on essaie d'être généraliste. Et je pense que c'est quelque chose pour le moment sur lequel la France n'a pas réussi à dégager un grand axe. Et me semble-t-il, il y a quelque chose quand même d'assez naturel pour la France qui pourrait être mis en œuvre sans grande difficulté si on le voulait. C'est une spécialisation dans les métiers de l'environnement avec l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, quand je regarde un peu le paysage français, je vais peut-être même vous le montrer de façon assez claire, eh bien, il y a quand même une caractéristique qui est assez évidente. Ah, j'ai pas accès au partage d'écran. C'est le fait que il y a beaucoup de leaders dans les métiers de l'environnement. On a d'abord dans les métiers de l'électricité, Sonepar, Rexel, les 2 plus grands distributeurs mondiaux, Schneider, Legrand, qui sont parmi... Schneider, c'est le leader mondial dans les équipements de basse tension, et Legrand, c'est le leader dans les équipements domestiques hors Chine. Et puis on a aussi des gens comme Engie, Total, alors Total, faut pas les citer, mais bon, peu importe, et EDF, qui sont parmi les plus grands bilans mondiaux dans le domaine des énergies
de transition nucléaire ou autre, à bas carbone. Et donc, c'est important de le mentionner. Il y a cette expertise. D'où elle vient? Elle vient du fait que en 1946, quand il y a eu le Conseil de la Résistance, on a tout nationalisé. Et de ce fait, on a créé une taille critique qui a permis au marché de s'exprimer sur un spectre national et puis par la suite sur un spectre international. Et ça a créé une domination très forte 70 ans plus tard, 80 ans plus tard, des Français dans ce domaine. Dans le domaine des métiers de l'environnement, aux collectivités en particulier, on a des Veolia, des Suez, des SOR, des Ecovadis, des Covivio, etc., qui sont quand même des très très grandes entreprises qui agissent au niveau mondial. Et en fait, me semble-t-il, donc on a cette expertise forte sur l'environnement. On a évidemment cette expertise, c'est pas la peine de le rappeler, mais très très poussée sur l'intelligence artificielle, mais on l'a pas mise en œuvre sur un segment qui nous permet finalement de plateformiser à très large échelle. Et je pense que la vocation de ces entreprises que je viens d'évoquer, c'est soit d'être en sous-traitance d'acteurs plateformes, soit d'être elles-mêmes des plateformes, ou d'être dans une stratégie de plateforme, c'est-à-dire de travailler avec peut-être demain des licornes ou des grandes entreprises qui sont capables de porter ces services à une échelle beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, parce que la transition environnementale, elle passe par ça. Donc c'est un peu un plaidoyer pour que l'on envisage de finalement faire de la France un pays qui spécialiserait ses IA sur des thématiques environnementales. Je pense que c'est tout à fait à notre portée. Ça correspond aussi finalement à, me semble-t-il, à une sorte de volonté populaire, hein. Moi, je vois beaucoup de demandes de tout type, de gens qui viennent plutôt du monde productiviste, de gens qui viendraient plutôt du monde décroissant, et donc qui sont évidemment s'opposent aujourd'hui, mais qui pourraient se retrouver dans le fait de créer de nouveaux usages dans lequel l'IA ne serait plus au service d'une logique un peu mercantiliste ou consumériste, mais plus de décarbonation, de restauration de la biodiversité. Et je crois que on se trouve ici au milieu d'un triptyque qui est intéressant, c'est les innovateurs qui amènent des technologies de rupture euh, qui peuvent être mises en œuvre, euh, les régulateurs qui donnent un prix à ces technologies, qui font en sorte qu'elles puissent quelque part s'exprimer, et puis le fait de faire apparaître des nouveaux usages. Dans le transport, dans l'énergie, dans les supply chains, dans les modèles industriels, qui sont nécessaires finalement pour que le potentiel de ces technologies s'exprime à plein. Alors je vais donner un exemple. Si on veut réussir à, par exemple, à faire en sorte que on décarbone l'énergie, ben, quelque chose qui semble nécessaire, c'est d'être capable de piloter la demande, faire en sorte que au niveau domestique, à tous les niveaux d'ailleurs, on soit capable non plus de dire bah, finalement la demande est souveraine et elle fait ce qu'elle veut, mais de dire bah, le ballon d'eau chaude, on est capable de le déconnecter pendant les pics loads. La voiture électrique, on va pas les brancher à 19 heures du soir, mais plutôt aux alentours de 23 heures après le peak load. Et donc, on va piloter les équipements. C'est la même chose pour les équipements blancs, pour les packs, pour les réfrigérateurs dans les supply chains, etc. On s'aperçoit qu'on est capable de les piloter pour passer ces notions de peak load. Si on le fait de façon un peu basique sur le domestique, c'est 10 gigawatts qu'on peut aller chercher. En étant un peu plus exigeant, c'est quasiment 20 gigawatts, c'est-à-dire qu'on serait capable de totalement décarboner notre grid électrique et de rentrer beaucoup plus profondément dans les usages énergétiques qui sont aujourd'hui carbonés parce qu'on aurait baissé le coût de l'énergie de façon très forte du fait d'avoir introduit ces dynamiques-là. Et ces dynamiques-là, elles reposent largement sur l'intelligence artificielle et sur une intelligence artificielle élargie. C'est-à-dire que c'est pas uniquement de dire, bon ben voilà, je sais que il est 19 heures et je ne dois pas utiliser la charge du véhicule électrique, c'est de comprendre le contexte dans lequel ça se passe. C'est-à-dire que ce véhicule électrique, il appartient à un médecin
qui va repartir en tournée parce qu'il est urgentiste à 2 heures du matin et il a besoin d'avoir un véhicule chargé à 2 heures du matin. Donc il faut trouver un cadre qui soit différent peut-être du reste du cas général et qui soit contextualisé. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite d'être fait en allant chercher non plus un puits de données qui est celui de la consommation énergétique, mais qui est aller chercher plusieurs puits de données qui soudent des expériences, l'expérience des utilisateurs de l'énergie, mais aussi l'expérience particulière de le véhicule que je suis en tant qu'IA chargé de charger. Donc ça, c'est une approche très différente. C'est une approche qui, encore une fois, rejoint les régulateurs, les innovateurs, et puis finalement les consommateurs et des expériences de nature nouvelle. Et me semble-t-il, la maille nationale, elle est très très bonne pour commencer à faire ça, parce que finalement on a un cadre assez colbertiste de régulation qui s'exprime à l'échelle nationale. On a des acteurs de taille critique qui sont déjà présents sur toute la chaîne des acteurs qui travaillent sur les émissions de CO2 ou des enjeux qui ont à voir avec la biodiversité. Et on a la capacité d'induire des expériences de type nouvelle, de tout type. Ça peut être dans les transports, ça peut être dans tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure, de façon très forte. Voilà. Et donc je pense que finalement, l'enjeu, c'est pour nous de comprendre ce sujet et de faire en sorte que on crée notamment les compétences, les gens qui sont formés évidemment à l'intelligence artificielle, mais aussi à des compétences hybrides qui sont formés à la supply chain, à la logistique, à la production d'énergie, à l'organisation urbaine, etc., etc., dans tous les domaines. Et cette opportunité, elle nous tend les bras en réalité. C'est-à-dire que on peut le faire. Il n'y a pas d'acteur concurrent qui soit très dominant dans ce domaine quand je fais des analyses un peu de ce qui se passe dans le monde, les acteurs les plus avancés dans ce domaine, c'est plutôt soit des Scandinaves, soit des Chinois. Et cette avance, elle n'est pas, je dirais, déterminante. Elle est euh, d'un niveau qui est suffisamment faible pour qu'on puisse facilement se positionner dans ce domaine. Donc voilà ce que je voulais rapidement évoquer avec vous. C'est il y a tout à faire. C'est une idée qui est très clairement en devenir. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la continuité, parce que finalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont dominants dans ce domaine, à mon avis, c'est essentiellement le fait que sur une échelle de 10, 15, 20 ans, parfois 50, 60 ans dans le cas des États-Unis, ils ont eu la continuité transpartisane et finalement aujourd'hui, ils en récoltent largement les fruits. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles. Juste un clin d'œil. Est-ce qu'au niveau européen, tu vois des signes positifs d'acteurs que tu évoques et qui vont vers ça? Alors, en fait, je vois, on parle beaucoup de l'Europe comme une force de régulation et le cadre qu'a créé l'Europe, c'est plutôt un cadre, c'est un cadre hybride. C'est-à-dire que la CSRD, le CBAM, tout un tas de directives comme REACH et une vingtaine d'autres dans le domaine de l'environnement, c'est un faisceau de contraintes qui peut prendre, à mon avis, euh, deux formes concrètes. L'une, c'est une forme très bureaucratique, où finalement, c'est les Big Four qui vont emporter la mise et ça va être finalement des formes de taxes indispensables pour pouvoir exister à une échelle européenne qui alimenteront des grades papier, soit on plateformise, euh, par exemple le CBAM, qui est la taxe carbone aux frontières, mais qui s'exprime aussi à un niveau intra-européen. On est capable de plateformiser, et dans ce cas-là, ben, ça fait un niveau de jeu qui est très différent au niveau européen, qui sert le consommateur européen, qui sert l'environnement, et qui est aussi, d'une certaine manière, défensif par rapport à des pays qui considéraient que l'environnement, c'est un service gratuit et que finalement, on peut s'en servir pour vendre des produits avec beaucoup d'externalités négatives qui sont pas vraiment résilients, qui viennent d'Asie du Sud-Est, entre autres choses. Et ça, il faut absolument arrêter ça. Donc, c'est le spectre européen, c'est le spectre des supply chains,
c'est le spectre de la production intégrée pour des acteurs comme par exemple l'automobile ou l'aéronautique, mais aussi d'ailleurs d'autres domaines. C'est l'intégration de niveaux de service très élevés dans le domaine des métiers de l'environnement, comme le recyclage de nos déchets. Donc il a une très très grande valeur. Effectivement, tu fais bien de me poser cette question. Merci beaucoup et je vous conseille vraiment de lire ton dernier ouvrage pour aller plus loin sur le sujet. Est-ce que dans cette période actuelle, tu veux rajouter un mot? Je pense que, je vais le dire assez directement, hein, voter pour les populistes est vraiment la pire des choses à faire par rapport à cette dynamique. C'est-à-dire que, objectivement, ces gens-là sont peu européens, si ce n'est pas anti-européens. L'échelle européenne, c'est l'échelle du temps long, c'est l'échelle des paris que l'on fait collectivement. C'est ce qui nous permet d'avoir un marché intégré et à terme de pouvoir faire fonctionner des startups à large échelle. L'une des forces des États-Unis, c'est d'avoir un marché unifié de 300 millions de personnes. Vous êtes 6 fois plus efficace quand vous êtes finalement une start-up parce que vous distribuez à une échelle intégrée votre service avec un coût de distribution qui est totalement marginal du fait de l'intégration. Alors évidemment, il y a la langue, mais il y a aussi la normalisation qui est à l'échelle des États-Unis. C'est ce qu'on essaie de faire au niveau européen dans bien des domaines et l'approche environnementale est vraiment, à mon avis, la première avec laquelle on pourra exprimer cette logique trans-européenne de façon très efficace. Merci Gilles, on avait préparé, donc moi c'est comme il a dit, hein, même opinion. On peut l'applaudir, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt et suivez son LinkedIn où il y a régulièrement l'ensemble de ses prises de position.